7 juillet 2022, Bordeaux. Le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire des Girondins de Bordeaux. 6 fois champion de France, vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 1996, un club fondé 140 ans plus tôt, liquidé en 45 minutes d'audience. Gérard Lopez avait racheté ce club 4 ans avant ce verdict. Il avait annoncé un projet de transformation sur 5 ans. Il avait recruté des joueurs, engagé des agents, signé des partenariats dans toute l'Europe. Quand le tribunal a rendu son jugement, le club devait 140 millions d'euros à des créanciers qui ne seraient jamais remboursés. Lopez n'était pas un amateur. Il avait structuré le financement d'une écurie de Formule 1. Il avait les moyens. Il avait déjà réussi dans le football. Le secteur s'est fermé sur lui quand même. Combien coûte réellement l'achat d'un club de Ligue 1 ? Qui vous autorise à en posséder un ? Et à quelles conditions précises ? Quelles clauses figurent dans chaque contrat de cession, celles que les avocats spécialisés en droit sportif connaissent, mais que les acquéreurs découvrent plusieurs exercices trop tard ? Quel effondrement a failli tuer la Ligue 1 entière en une seule nuit d'automne ? Et qui en a payé la facture réelle ? Qui a perdu de l'argent dans ce secteur au cours des 15 dernières années ? Et par quel mécanisme précis ? Et la question qui structure tout le reste, pourquoi les propriétaires les plus capitalisés de la planète continuent d'injecter des sommes que nulle logique comptable ne justifie ? Et quelle est exactement la variable qu'ils espèrent tous monétiser un jour ? À la fin de cette vidéo, vous aurez tous les chiffres. Posséder un club de Ligue 1 commence par un prix d'entrée. Ce prix est affiché, il est réel. Mais il ne représente pas ce que vous allez effectivement dépenser. Il existe 4 configurations d'acquisition distinctes. Elles appellent des risques fondamentalement différents. La première, les clubs de bas de tableau en Ligue 1 ou récemment promus. Part majoritaire, entre 30 et 60 millions d'euros. Reprise des dettes existantes, 15 à 20 millions supplémentaires, en moyenne. L'Estac 3 a été cédé à City Football Group en 2021 pour moins de 40 millions d'euros. City Football Group est la holding qui possède Manchester City. Pour eux, 3 était une acquisition de second rang, utile pour placer des joueurs en contrat professionnel avant un transfert vers un club plus exposé. Le RC Lens a été acheté par l'homme d'affaires Joseph Ougourlian en 2011 pour 10 millions d'euros. Ce chiffre doit être lu dans son contexte. Le club évoluait alors en Ligue 2. Son budget annuel total, 13 millions. La montée en Ligue 1 en 2020 a multiplié les obligations financières du club par 4 en moins de 3 saisons. Recrutement, primes de résultats, charges salariales indexées sur la division, droits d'image. 10 millions à l'entrée, plusieurs dizaines à l'exploitation annuelle. La deuxième configuration. Les clubs de milieu de tableau avec infrastructure propre et ancrage régional établi. Fourchette, 80 à 200 millions d'euros. L'OGC Nice, le Stade de Reims, Toulouse FC entrent dans cette catégorie. Jim Ratcliffe, fondateur d'Ineos, chimiste britannique devenu l'une des 20 premières fortunes du Royaume-Uni, a acquis Nice en 2019 pour 92 millions d'euros. Le prix incluait les parts du club. Il n'incluait pas la totalité des engagements contractuels envers les anciens actionnaires. Le coût réel de la transition, comprenant la masse salariale, les travaux d'infrastructure et les frais juridiques liés aux contentieux hérités, a dépassé 140 millions d'euros sur les 3 premières années, selon les Échos. Redbird Capital, le fonds américain de Jerry Cardinal, également propriétaire de l'AC Milan, a acquis Toulouse FC en 2020. Prix estimé, entre 20 et 30 millions d'euros pour un club alors en Ligue 2. Toulouse a été promu en 2022. Le budget du club a doublé en 18 mois. La troisième configuration est la plus dangereuse pour l'acquéreur. Ce sont les clubs historiques, porteurs d'une dette structurelle non apparente en surface. Le prix d'achat peut sembler mesuré. Il masque un passif considérable. Frank McCourt, investisseur américain, fondateur de McCourt Global Partners, ancien propriétaire des Los Angeles Dodgers, a acheté l'Olympique de Marseille en 2016.
Prix officiel de la transaction, environ 75 millions d'euros. Ce chiffre paraissait raisonnable pour un club finaliste de Ligue des Champions en 2004. Ce que le contrat ne montrait pas en première page, une dette consolidée supérieure à 200 millions d'euros, une masse salariale construite sur des années d'investissement déficitaires successifs, et un stade, le Vélodrome, dont la ville de Marseille reste propriétaire. McCourt n'a pas acheté un stade, il a acheté le droit d'exploiter un stade. La distinction est considérable dans un bilan. Depuis 2016, McCourt a injecté plus de 600 millions d'euros dans le club. Il n'en a pas vu le retour. Le club présente des pertes structurelles à chaque exercice depuis l'acquisition. La quatrième configuration est un cas isolé dans le paysage européen. Qatar Sport Investments a acheté le Paris Saint-Germain en juin 2011. Prix de la transaction, 70 millions d'euros. La valorisation du club est estimée aujourd'hui, selon le cabinet Duff et Phelps, données reprises dans le rapport annuel de la LFP, entre 3 et 4 milliards d'euros, ce qui ressemble à un retour sur investissement exceptionnel. Ce l'est, en termes de valeur patrimoniale. En termes de rentabilité opérationnelle, flux de trésorerie net entre recettes et dépenses réelles, le PSG n'a jamais publié un exercice excédentaire depuis l'arrivée de QSI. Les pertes cumulées entre 2011 et 2023 dépassent, selon les comptes déposés à la DNCG, 1 milliard d'euros. La valorisation est réelle, la profitabilité ne l'est pas encore. Avant de signer quoi que ce soit, tout acquéreur potentiel passe par une institution dont l'existence est peu connue hors du milieu professionnel. La Direction nationale du contrôle de gestion, la DNCG. Elle opère sous l'autorité de la Ligue de football professionnel. C'est le seul organe habilité à autoriser ou interdire une cession de club en France. Son pouvoir est absolu. Aucun accord signé entre deux parties privées ne peut contourner sa décision. La DNCG examine 3 dimensions. La solidité financière réelle de l'acquéreur, bilan sur 5 ans, garantie bancaire, structure capitalistique complète. La viabilité du plan de développement sur 5 ans, projection de recettes, politique de masse salariale, stratégie de transfert. L'absence de conflit d'intérêts avec d'autres entités du football français. Le dossier de candidature dépasse régulièrement 200 pages de documentation. Le délai d'instruction peut atteindre 6 à 9 mois. Les candidats dont le dossier est jugé insuffisant sont écartés sans compensation ni recours automatique. Plusieurs opérations de cession ont été bloquées à ce stade au cours des 10 dernières années. Aucun communiqué public n'en a détaillé les motifs précis. Plus de 40% des propriétaires en Ligue 1 sont aujourd'hui étrangers, selon les données LFP. Pour eux, une contrainte supplémentaire s'applique. Le règlement UEFA sur la durabilité financière, dit RSF, est entré en vigueur en 2023. Il impose une couverture des pertes sur 3 exercices consécutifs. La tolérance est fixée à 60 millions d'euros de pertes cumulées sur 3 ans. Ce plafond a été relevé. Il était de 30 millions sous l'ancien système de fair-play financier, à la suite de négociations conduites par les représentants des grands clubs. La Commission européenne n'a pas formulé d'opposition formelle à cette modification. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, n'est pas compétente sur les acquisitions de clubs non cotés en bourse. La DNCG reste le seul filtre opérationnel en France. Vous avez acheté votre club. Vous avez passé la DNCG. Le premier exercice commence. Et le premier chiffre qui vous attend dans le bilan de septembre n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la masse salariale. En Ligue 1, la masse salariale représente en moyenne 62% du budget total d'un club. Cette donnée figure dans le rapport annuel de l'Observatoire du football professionnel, document produit par la LFP à chaque exercice. Pour les clubs en difficulté ou en phase de montée en puissance, ce ratio dépasse régulièrement 80%. La Bundesliga considère comme structurellement déficitaire tout club qui franchit ce seuil. La Ligue 1 n'a pas de seuil équivalent codifié. Ce que cela signifie dans un bilan concret. Un club avec un budget de 100 millions d'euros consacre 62 millions à ses salaires. Il lui reste 38 millions pour financer l'ensemble des autres postes. Déplacements, formation, remboursement des dettes antérieures,
investissement en infrastructure, honoraires d'agents, provisions pour litiges en cours. 38 millions, avant le premier imprévu. Dans le football professionnel, l'imprévu n'est pas l'exception, c'est la norme. Un joueur titulaire se blesse pour 6 mois. Son contrat continue intégralement. Son remplaçant recruté en prêt d'urgence coûte entre 200 et 500 000 euros de frais de mise à disposition, hors prime d'entrée. Une décision arbitrale sur un litige de transfert antérieur à votre prise de contrôle peut surgir des années plus tard. Ces procédures dorment dans des instances internationales. Elles se réveillent sans prévenir. En 2019, l'Olympique lyonnais a dû provisionner 18 millions d'euros, liés à des contentieux de transfert des exercices précédents. Cette information figure dans le rapport annuel de l'OL Group, alors coté sur Euronext Paris. Ces 18 millions étaient inexistants dans les projections de l'exercice. Ils sont apparus en septembre. Le second piège est lié au premier. Il porte le nom de droits télévisés. Les droits télévisés représentent entre 45 et 60% des recettes d'un club de Ligue 1, selon son rang au classement. Cette concentration crée une dépendance structurelle à un seul acheteur principal. Pendant 2 décennies, cet acheteur s'appelait Canal+. En 2018, la LFP a décidé de diversifier ses acheteurs. Elle a vendu les droits principaux à une société alors inconnue du paysage audiovisuel français. Son nom, Mediapro. Siège social à Barcelone. Contrôlé par le groupe sino-espagnol Imagina. Montant remporté à l'appel d'offres, 785 millions d'euros par saison. Un record pour un championnat hors Première Ligue anglaise. La DNCG n'avait pas compétence sur cet acheteur. La LFP avait validé le dossier. En octobre 2020, Mediapro n'a pas versé la deuxième échéance. La chaîne Téléfoot, lancée spécifiquement pour diffuser les matchs de Ligue 1, a suspendu ses paiements. Manque à gagner pour la LFP, 800 millions d'euros sur la seule saison 2020 à 2021. 20 clubs ont découvert en quelques semaines que 40 à 60% de leurs recettes prévisionnelles n'existeraient pas. Plusieurs clubs ont frôlé la cessation de paiement. La LFP a négocié une avance de Canal+, qui avait perdu l'appel d'offres 2 ans plus tôt et se trouvait en position de force. Aucune provision contractuelle n'avait été exigée de Mediapro lors de la validation du dossier. L'État n'est pas intervenu. Les actionnaires des clubs ont absorbé les pertes. Gérard Lopez est né au Luxembourg en 1972. Il a cofondé Jenny Capital, un fonds d'investissement spécialisé dans les sports et les nouvelles technologies. En 2017, il rachète le LOSC Lille pour 1 euro symbolique. Le club était en grave difficulté financière. Il le redresse, l'amène à la qualification en Ligue des Champions en 2019, puis le revend en 2020 à un consortium emmené par Merlin Partners pour 100 millions d'euros. Bénéfice estimé sur l'opération lilloise, entre 60 et 80 millions d'euros, selon les documents déposés au greffe du tribunal de commerce de Lille. Une réussite réelle, documentée. En 2018, Lopez achète les Girondins de Bordeaux pour 100 millions d'euros. Plan affiché, centre de formation rénové, recrutement ciblé, montée en puissance commerciale sur 5 ans. La DNCG valide le dossier. La première saison se passe sans incident structurel majeur. La deuxième coïncide avec la crise Mediapro. Les droits télévisés s'effondrent. Lopez injecte des capitaux propres supplémentaires. La masse salariale reste disproportionnée face aux recettes réelles. Les commissions d'agents, entre 10 et 15% du coût total de chaque transfert, selon les données annuelles publiées par la FIFA, continuent d'être facturées. La troisième saison ne redresse pas les comptes. À l'été 2022, la DNCG examine le bilan consolidé. Dette constatée, 140 millions d'euros. Liquidation judiciaire prononcée le 7 juillet 2022. Rétrogradation administrative en National 1, 3e division française. Le club le plus titré de la façade atlantique repart de zéro devant quelques centaines de supporters. Perte nette de l'opération bordelaise, estimée à 160 millions d'euros. Même homme, même compétence. Lille, bénéfice. Bordeaux,
ruine. La variable qui a tout séparé n'était pas la stratégie. C'était une date, octobre 2020, et la décision d'un opérateur barcelonais de ne pas honorer un virement. Mais la faillite d'un club n'est pas le risque le plus courant. Ce n'est pas même là que se joue la majorité des fortunes perdues dans ce secteur. Ce qui détruit la plupart des propriétaires de Ligue 1 ne figure pas dans le contrat d'acquisition. Il n'apparaît pas dans les projections validées par la DNCG. Il se matérialise au troisième exercice, quand les droits télévisés sont renégociés à la baisse, quand la masse salariale a crû de 20% en 2 saisons, et quand une modification du règlement UEFA requalifie votre accès aux compétitions européennes, qui représente pour certains clubs la seule ligne véritablement excédentaire du bilan. C'est exactement là que nous reprenons. Le troisième exercice commence. Votre masse salariale a progressé de 20% en 2 saisons. Ce n'est pas une anomalie, c'est la norme contractuelle du football professionnel. Les contrats des joueurs comportent des clauses de revalorisation automatique liées aux résultats sportifs. Qualification européenne, maintien, performances individuelles. Vous avez signé ces clauses lors de votre premier mercato. Elles s'appliquent sans que vous ayez besoin d'intervenir. Et la renégociation des droits télévisés arrive. La Ligue de football professionnel a vendu ses droits nationaux pour la période 2024 à 2029 à 2 diffuseurs principaux. DAZN, plateforme de streaming britannique, a remporté le lot principal pour 375 millions d'euros par saison. Canal+ a obtenu le second lot pour un montant comparable. Total domestique consolidé, environ 500 millions d'euros par saison, contre 785 millions dans les projections de l'Air Media Pro. L'écart annuel est de 285 millions d'euros, répartis entre 20 clubs, soit en moyenne 14 millions de moins par club et par saison. Pour un club au budget de 100 millions, c'est 14% du total en moins. Sans décision de gestion, sans faute, par simple renégociation commerciale. Il existe un poste budgétaire dont les propriétaires entendent peu parler avant la signature, beaucoup après. Ce poste s'appelle les commissions d'agents. La FIFA publie chaque année son rapport mondial sur les transferts et les rémunérations d'intermédiaires sportifs. Dans la seule Ligue 1, les honoraires versés aux agents, représentants de joueurs, mandataires dans les transferts, intermédiaires de clubs, dépassaient 180 millions d'euros lors de la saison 2022 à 2023. Soit en moyenne 9 millions par club, sur une saison. Pour un club au budget de 100 millions, ce poste représente 9% du total. Il ne figure pas dans les projections présentées à la DNCG au moment de l'acquisition. Il est présenté comme variable, il ne l'est pas. Il croît mécaniquement avec la valeur du marché des transferts. En parallèle, les infrastructures. Aucun club de Ligue 1 n'échappe à la question du centre d'entraînement. La LFP a durci ses critères d'homologation depuis 2019. Un centre conforme aux exigences actuelles et à la certification UEFA coûte entre 50 et 150 millions d'euros. Ce n'est pas un investissement optionnel. L'OGC Nice a inauguré l'académie ICI Nice en 2023. Coût estimé, 75 millions d'euros. Jim Ratcliffe a réglé la facture. 92 millions à l'acquisition, 75 millions pour le centre, 140 millions de frais de transition sur 3 ans, 6 exercices de masse salariale. Et le club n'a toujours pas remporté un titre de champion de France. C'est là que la logique financière ordinaire s'arrête. Et c'est là qu'une autre logique commence. Pour comprendre pourquoi des propriétaires continuent d'investir malgré ces chiffres, il faut comprendre une ligne unique du bilan d'un club de football. Cette ligne s'appelle la participation aux compétitions européennes. Ligue des Champions, Ligue Europa Conférence. Pour la Ligue des Champions seule, le système de distribution UEFA pour la saison 2023 à 2024 fonctionnait ainsi. La simple participation à la phase de groupe garantissait entre 15 et 20 millions d'euros. Chaque victoire en groupe ajoutait 2,8 millions. Une qualification en huitième de finale, 10 millions supplémentaires. Une demi-finale, 12 millions de plus. Le finaliste perdant encaissait 15 millions. Le vainqueur,
20 millions. Auxquels s'ajoutaient les recettes de billetterie pour les matchs à domicile et la prime de marché, calculée selon le coefficient historique du club. Cette prime dépasse 20 millions d'euros pour le PSG certaines années, en raison de son audience télévisée mondiale. Une qualification en Ligue des Champions peut rapporter entre 40 et 120 millions d'euros, selon le parcours. Pour un club au budget de 100 millions, c'est entre 40 et 100% d'un exercice complet en une seule compétition. Ce qui rend son inverse catastrophique. Sans qualification européenne, le déficit structurel peut devenir impossible à combler par les revenus ordinaires. En 2023, l'Olympique lyonnais n'a pas obtenu sa qualification pour la Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive. Le club y avait participé sans interruption pendant 19 ans sous Jean-Michel Aulas. Aulas avait dirigé le club pendant 36 ans. Il avait construit le Groupama Stadium, 59 000 places, propriété du club, pour un coût final de 420 millions d'euros. La dette liée à ce stade pesait encore sur les comptes. Sans recettes européennes, le déficit structurel du club dépassait 100 millions d'euros. En 2022, John Textor, entrepreneur américain, fondateur d'Eagle Football Group, a racheté la majorité des parts de l'OL Group. Prix estimé, 80 millions d'euros. Ce qu'il a hérité est plus complexe. La dette du Groupama Stadium. Le déficit cumulé de 2 saisons sans Europe. Une masse salariale construite sur 10 ans de qualification garantie. En 2024, la DNCG a imposé des restrictions budgétaires sévères à l'OL. Le club a frôlé la relégation administrative. Voici ce que cela révèle sur la structure réelle du secteur. La valeur d'un club de Ligue 1 n'est pas son prix d'acquisition. Elle n'est pas son chiffre d'affaires courant. Elle est fonction de sa capacité à maintenir la qualification européenne. Cette qualification conditionne les recettes. Elle conditionne la masse salariale que les joueurs acceptent de signer. Elle conditionne l'attractivité pour les sponsors principaux. Elle conditionne la valorisation à la revente. Perdre 2 saisons consécutives déclenche une spirale. Les meilleurs joueurs partent en fin de contrat sans exiger un transfert. Le recrutement de remplacement coûte davantage pour un résultat sportif moindre. Les sponsors renégocient les contrats à la baisse. Les droits télévisés variables diminuent. Le club peut perdre entre 30 et 50 millions de recettes annuelles, sans aucune faute de gestion. Pourquoi, compte tenu de tout cela, les propriétaires les plus riches du monde continuent-ils d'acheter ces clubs? Il existe 4 modèles distincts. Aucun ne correspond à une logique de rentabilité classique. Le premier modèle, le soft power géopolitique. Qatar Sport Investments ne possède pas le PSG pour générer des dividendes. Le Qatar a accueilli la Coupe du Monde 2022. Il a positionné son nom sur la scène mondiale sportive pendant une décennie. L'investissement dans le PSG a produit une visibilité qu'aucune campagne de communication ordinaire n'aurait atteinte. Le coût annuel net de possession, pertes opérationnelles, masse salariale, infrastructure, reste inférieur au budget de communication de nombreuses entreprises du CAC 40. En termes de retour sur image, l'opération est rentable. En termes de dividendes versés aux actionnaires, elle ne l'est pas encore. Le deuxième modèle, la plateforme de droits et de contenu. Redbird Capital possède Toulouse FC, l'AC Milan, une participation dans Liverpool FC et plusieurs entités médiatiques sportives. Jerry Cardinalel ne cherche pas à rentabiliser chaque club isolément. Il construit une infrastructure de droits, télévisés, numériques, de propriété intellectuelle, qui produit une valeur agrégée supérieure à la somme de ses composants. C'est également le modèle de City Football Group, propriétaire de 13 clubs sur 4 continents. Ces holdings ne sont pas évalués comme des clubs de football. Elles sont évaluées comme des entreprises de médias et de divertissement. Le troisième modèle, la valorisation à la revente. Certains propriétaires absorbent les pertes des premières années, qualifient le club en Europe, reconstruisent l'infrastructure et revendent à un multiple supérieur. Joseph Ougourlian a acheté Lens pour 10 millions en 2011. Sa valorisation en 2024 est estimée à plusieurs centaines de millions, après la montée en Ligue 1 et les qualifications régulières en compétitions européennes. Le modèle fonctionne, à condition de ne pas subir une crise structurelle entre l'achat et la revente. C'est exactement ce que Gérard Lopez n'a pas pu contrôler à Bordeaux.
Le quatrième modèle est le plus répandu et le moins formellement documenté. Le désir de posséder quelque chose d'ancré dans l'identité collective d'un territoire, d'une ville, d'une histoire. Bernard Tapie a acheté l'Olympique de Marseille en 1986 pour 40 millions de francs. Il en a fait le club le plus titré de France en une décennie. Il a remporté la Ligue des Champions en 1993. Il a aussi corrompu des arbitres et falsifié un match de championnat face à Valenciennes. Le club est tombé en faillite en 1994. La DNCG a prononcé la rétrogradation administrative. C'était 30 ans avant Bordeaux. Le mécanisme était identique. Il n'existe pas de prix définitif pour posséder un club de Ligue 1. Il existe un prix d'entrée. Il existe des pertes annuelles structurelles que personne dans le secteur ne conteste sérieusement. Il existe un risque de faillite brutale à chaque renégociation de droits télévisés. Et il existe, pour un nombre limité de propriétaires, une sortie profitable, à condition d'avoir correctement calibré la durée de possession, le niveau sportif maintenu pendant cette durée et le timing exact de la vente. Ce qui distingue ceux qui s'en sortent de ceux qui disparaissent n'est pas la fortune initiale. Ce n'est pas non plus la compétence en gestion. C'est la compréhension d'un fait unique qui structure l'ensemble du modèle. Dans le football professionnel français, les recettes courantes ne financent pas les dépenses courantes. Ce sont les actifs futurs, les joueurs formés en académie et revendus, les droits à venir, la valorisation du stade, le coefficient européen accumulé, qui financent les dépenses présentes. Le club n'est pas une entreprise qui génère des flux, c'est un portefeuille d'actifs qui s'apprécie ou se déprécie selon des variables partiellement hors de contrôle de son propriétaire. Le comprendre avant de signer est la seule compétence qui compte.